Bienvenue à tous, bienvenue à cette troisième séance des circuits de l'économie circulaire, qui portera sur la question de la gestion des flux et des ressources locales. Les circuits de l'économie circulaire, c'est avant tout programmé par l'ADEME, organisé et animé par Auré et l'ADEME. Donc, je donnerai la parole à David Canal de l'ADEME dans quelques secondes. Merci d'être aussi nombreux à cette séance. Vous pouvez bien sûr retrouver les autres séances d'octobre et de novembre sur le site que je vous mettrai dans le chat dans quelques minutes. Ce cycle de webinaire est essentiellement dédié à des outils opérationnels et des retours d'expérience de terrain qui permettent de mettre en lumière comment on utilise l'économie circulaire dans les projets d'aménagement et dans la construction. Donc ici, on va se focaliser spécifiquement sur les flux et les ressources et comment on peut créer de nouveaux modèles, créer des synergies locales et surtout comment mobiliser ces flux le mieux possible. Voilà, je vais vous présenter rapidement l'ordre du jour. Donc, on aura une introduction de David dans quelques secondes. Ensuite, la table ronde où je présenterai nos intervenants tout à l'heure. Donc, merci à tous d'être présents. Et puis, on aura un temps d'échange dédié par la suite, vers 15h15, 15h20. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on y reviendra. Soit on les transmettra directement ou on aura peut-être l'opportunité de vous donner la parole à la suite des présentations. Sans plus attendre, je laisse David faire l'introduction. Oui, bonjour à tous, c'est bon pour le son? C'est bon. Ok, alors comme tu l'as dit, la démarche économie circulaire urbanisme, ça fait quelques années qu'on la mène maintenant en collaboration avec le bureau aménagement durable de la DHUP. Et Céline Calegari n'a pas pu venir aujourd'hui. Moi, ce que je voulais faire, c'est de vous évoquer en fait cette démarche et de vous amener sur la plateforme dans laquelle on retrouve tous les outils de la démarche urbanisme circulaire. Et ça ne concerne pas uniquement les flux, vous verrez, on parle beaucoup aussi d'usage. Et je voulais aussi commencer cette introduction en resituant un petit peu ce que nous, on entend par sobriété dans l'aménagement ou urbanisme circulaire et dans quelle séquence on s'inscrit. Parce qu'évidemment, là, vous voyez mon écran, on va parler en fait de flux, donc de réemploi, et en fait, tous les actes 1, 2 et 3 que vous voyez là, c'est peut-être les phases les plus déterminantes en termes d'impact environnemental et en termes de potentiel de décarbonation. Et c'est des phases qui consistent à penser l'usage des projets d'aménagement. Et c'est aussi autour de ça qu'est construit la méthode économie circulaire et urbanisme, c'est de décliner les principes de l'économie circulaire, mais en insistant beaucoup sur l'évitement, sur l'abstention, sur la sobriété, parce que c'est là, en fait, qu'on va avoir les meilleurs effets de levier des projets d'aménagement. Évidemment, mieux dimensionner, donc la partie 5 qui concerne, je dirais, quand on a une extension urbaine inévitable qu'on doit construire, on se pose la question si on a une déconstruction du réemploi des matériaux, de la réhabilitation, de la requalification. Mais ça vient, je dirais, en fin de course, après s'être posé la question de tout ce qui concerne les usages. Donc ça, moi, je voulais insister là-dessus parce que souvent, et dans les groupes de travail, on oublie de se situer où est-ce qu'on peut avoir un potentiel important d'impact. Alors, je vais vous emmener maintenant, sans plus attendre, sur la plateforme que vous voyez là, XP Urba. En fait, une expérimentation, c'est tout simplement un pôle de collectivités, une dizaine, une quinzaine de collectivités qu'on va embarquer dans une expérimentation et on va co-créer ensemble des outils dont ils ont besoin. Donc, urbanisme circulaire, c'est la bulle que vous avez ici. C'est une expérimentation qui est terminée et pour laquelle on a en ligne tous les outils libres d'accès. Et vous en avez une autre ici qui peut vous intéresser aussi, c'est Territoire zéro artificialisation nette. On a ces territoires qu'on accompagne dans comment décliner le ZAN dans leurs documents d'urbanisme notamment, mais aussi dans leur sensibilisation auprès des élus et autres. Donc, c'est construit de la même façon, une expérimentation. Quand vous rentrez sur l'expérimentation, vous avez tout de suite une petite vidéo de présentation. Je ne la passerai pas, on ne rentre pas. Et directement les outils qui sont le résultat
du travail qu'on a mené avec les collectivités, dont les circuits auxquels vous assistez aujourd'hui sont un peu la vitrine. Et on met en avant nos outils à travers ces circuits-là. Vous verrez, il y a notamment une grille de questionnement des usages, hein. Je vous ai parlé d'intensification d'usage, de réversibilité, de chronotopie un peu avant. Et bien là, on s'est dit, il faut un outil en ligne. Donc c'est un outil libre d'accès qui va permettre en fait de questionner toutes les questions d'usage d'un projet d'aménagement. Je vais revenir juste sur XP Urba parce que je l'ai perdu. J'ai été un peu vite. Et donc, cette plateforme, en fait, elle va permettre d'accéder à quelques outils en ligne, mais aussi de télécharger des outils. Donc, des outils, par exemple, des PowerPoint pédagogiques pour présenter auprès de vos élus, si vous êtes technicien dans une collectivité ou inversement, si vous êtes élu et que vous voulez convaincre d'autres élus. Il y a des cahiers des charges de consultation d'un AMO, par exemple, type, pour aider à rédiger des clauses de consultation. Je souhaite décliner les principes d'économie circulaire dans mes projets d'aménagement. Comment je fais pour me faire accompagner par un AMO? On a créé des matrices d'indicateurs, des grilles de questionnement. Et surtout, vous avez aussi les replays des ateliers qui sont ici, qui sont en fait les précédents circuits dans lesquels on a fait des zooms un petit peu thématiques. Donc, par exemple, on en a fait un spécialement sur la gestion du foncier et la gestion circulaire du foncier, c'est comme ça qu'on l'avait appelé à l'époque. Donc n'hésitez pas à aller sur cette plateforme, télécharger les outils et surtout les transmettre. Et je vous montre un exemple. Voilà, la grille de questionnement sur les usages, c'est tout simple. Hein, c'est on décline une opération soit à l'échelle stratégique, soit à l'échelle du bâti, soit à l'échelle des espaces publics, et on va se poser ces questions-là. Comment je mixe les fonctions, comment je mets en partage, comment je m'adapte au changement d'usage. Et derrière, on va avoir des questionnements types pour, en gros, éviter de rater des grosses opportunités très en amont des projets d'aménagement. Donc voilà, c'est une introduction rapide, comme ça on va pouvoir enchaîner directement avec la table ronde. Donc je vais te laisser la main, Sarah, et n'hésitez pas à me contacter en direct si vous souhaitez en savoir plus sur ces expérimentations, notamment sur Lausanne en ce moment, ça phosphore beaucoup, on avance vite, et vous pouvez me contacter, vous avez mon mail ici sur les présentations et ensuite sur le compte-rendu. Merci beaucoup, David. Alors, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, à cette table ronde de cet après-midi, on aura avec nous donc Hugo Parsons de la Pure qui nous présentera la base de données démolition, Adriane Deboutière de la Métropole du Grand Paris qui nous présentera les outils opérationnels à disposition pour plus de circularité des flux sur le territoire, et puis Capucine Gauthier du CSTB qui nous présentera le guide comment mieux valoriser et déconstruire. Donc, on fera un focus spécifique sur la déconstruction et comment on valorise au mieux les flux liés à la déconstruction. Je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Hugo Parsons. Je suis chargé d'études environnement, entre autres sur les questions d'économie circulaire à l'APUR. L'APUR, c'est l'atelier parisien de l'urbanisme. On est une agence d'urbanisme, donc c'est une association de loi 1901 d'environ 70 salariés, géographes, urbanistes, architectes, ingénieurs. Cartographes, etc. Notre territoire d'intervention est celui de Paris et de la métropole du Grand Paris, donc 92, 93, 94 dans les grandes lignes. Et l'atelier a pour particularité de fonctionner en programme de travail, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 30 partenaires adhérents qui sont aussi bien des collectivités que des syndicats, des entreprises. Euh, et à l'aide en fait, on réalise un programme de travail en fonction des demandes de différents partenaires adhérents. Les études d'économie circulaire proviennent de demandes initialement qui proviennent de la ville de Paris, de la métropole du Grand Paris, dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc la PUR a vocation essentiellement à apporter à connaissance
à documenter, à analyser les mutations urbaines qui ont lieu dans la métropole. Et donc, c'est pas forcément un rôle très opérationnel, mais ça a quand même le mérite de documenter et de participer finalement à la définition des politiques publiques d'aménagement en engageant entre autres des études prospectives et d'être en mesure de bien quantifier et de qualifier les flux de déchets qui vont provenir du BTP dans les années à venir et des pistes finalement qu'on peut avoir et comment mettre en place des filières d'économie circulaire par rapport à ce diagnostic initial. Donc, comme je vous le disais, les études d'économie circulaire en lien avec l'économie circulaire ont débuté à la Pure en 2020. Initialement, c'était dans le cadre d'une convention tripartite entre la ville de Paris, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis et le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour quantifier le flux de déchets qui allait provenir des démolitions réalisées dans le cadre des opérations d'aménagement des Jeux Olympiques. Donc, pour ce faire, la Pure a créé ce qu'on a appelé la base de données démolition, qui quantifie les mètres carrés à démolir dans les opérations d'aménagement. Donc, si initialement on l'a fait sur le périmètre de l'étude, on a étendu ça au périmètre de la métropole du Grand Paris. Alors, comment est-ce qu'on quantifie ces flux? En fait, on a une autre base de données qui s'appelle la base de données projet, qui recense toutes les opérations d'aménagement passées et à venir sur le territoire de la métropole, avec leur plan de masse. Donc, en fait, on est en mesure de savoir où est-ce que ces bâtiments vont être construits, combien de mètres carrés est-ce que ça représente, et à partir de là, de superposer cette couche de SIG, donc c'est de la cartographie, avec la couche des bâtiments existants. Donc, on est en mesure de savoir les bâtiments qui vont être démolis et ainsi que leurs caractéristiques. Donc, cette base de données a quand même pour intérêt d'être en mesure de localiser très précisément les bâtiments qui vont être démolis ou réhabilités dans les secteurs d'opération d'aménagement. En ce sens également de pouvoir proposer un ordre de grandeur des volumes de déchets à venir. Donc là, ce qu'on a fait, la carte sur votre droite, c'est les gisements de déchets qui proviennent des opérations d'aménagement à horizon 2030. Donc on estime qu'il y aurait 16 millions de tonnes de déchets du BTP qui proviendraient des opérations d'aménagement à horizon 2030 dans la métropole du Grand Paris. Et cette base de données est désormais disponible en open data et est mise à jour régulièrement à mesure que notre base de données projet sur les opérations d'aménagement est renseignée. Donc ça, c'était la première étape, hein, d'estimer les mètres carrés à démolir et de les convertir en tonnes, donc ce qu'on a fait avec l'aide de ratio de l'ADEME. Mais ça a également vocation à identifier les synergies possibles entre les démolitions et les constructions à venir. Donc la base de données de projet que j'évoquais tout à l'heure nous permet de quantifier ces mètres carrés à construire dans le cadre des opérations d'aménagement. Et en fait, on est en mesure de mettre en lien les mètres carrés à démolir et les surfaces à construire. Donc, ça nous permet d'identifier les synergies potentielles également en fonction du besoin de matériaux pour les constructions neuves et les gisements de déchets qui seraient disponibles sur site. Et ça nous permet aussi de proposer la transformation des déchets en ressources au plus près de leurs besoins, c'est-à-dire sur les chantiers. Ou entre opérations d'aménagement très proches et de limiter le transport. Donc ce qui présente évidemment les intérêts environnementaux, sanitaires, économiques, et puis aussi de trafic sur les voies routières, etc. Donc sur la carte que vous voyez à votre droite, c'est un peu, pour ceux qui connaissent le territoire du Grand Paris, c'est un peu sans surprise que vous allez voir que ce sont les territoires de Seine-Saint-Denis qui sont très actifs
qui présentent le plus de synergie, ainsi que Paris et puis ce territoire Grand Orly Seine-Bièvre. Je sais pas exactement combien de participants à ce webinaire travaillent sur le territoire du Grand Paris ou ailleurs en France, mais le but aussi de ces outils, enfin l'intérêt de ces outils, c'est qu'ils sont aussi réplicables. Donc en fonction du territoire concerné, ça permet d'avoir des idées de ce qui existe par ailleurs et de pouvoir les reproduire également. Donc après avoir quantifié les surfaces à démolir, on a fait un croisement de données avec le CSTB, qui est le Centre scientifique et technique du bâtiment, afin de convertir ces surfaces à démolir en flux de déchets par filière. Donc le CSTB a un outil qui s'appelle BTP Flux, donc il y a un outil de calcul statistique qui, en fonction des bâtiments existants sur telle ou telle commune, est en mesure donc de renseigner les matériaux en lesquels sont construits ces bâtiments. Et donc, on a pu faire une proposition des flux de déchets par type à venir. Donc, c'est sans surprise le béton et la pierre qui sont les filières principales. Mais en dehors de cette filière-là, on observe que sur la métropole du Grand Paris à horizon 2030, on a 410 000 tonnes de plâtre et également 460 000 tonnes de céramique, ce qui permet d'avoir et on a également des fenêtres, du bois, des tuiles qui chacune présentent leur spécificité en termes de filière de réemploi. On a également travaillé à l'estimation des démolitions à venir en secteur diffus, puisque si les opérations d'aménagement représentent des volumes importants et sont renseignées et bien encadrées, enfin, dans la mesure du possible, il s'agissait aussi d'avoir une estimation complète des surfaces qui allaient être démolies dans un futur assez proche sur le territoire, donc également de voir ce qui se faisait en dehors des périmètres d'opération d'aménagement. Donc pour ce faire, nous avons cette fois-ci pas adopté une méthode cartographique, mais plutôt une méthode statistique qui est complémentaire de la méthode sur la base de données de démolition. Et on a fait une analyse des permis de construire à partir de la base de données Citadel, une analyse des permis de construire passés qui impliquait des démolitions pour ensuite faire des hypothèses sur ces facteurs de démolition. Enfin, on a fait des hypothèses sur quels seraient les facteurs qui justifient, qui expliquent tout du moins qu'il y ait des démolitions plus importantes en dehors des opérations d'aménagement. Et on a testé plusieurs hypothèses. Finalement, on a retenu quatre hypothèses principales. La proximité avec une opération d'aménagement générerait des démolitions plus importantes. La proximité avec un secteur de gare, c'est également le cas. Et la proximité avec Paris fait aussi qu'on a davantage de démolitions en secteur du Sud. Donc, pour rappel, on avait 16 millions de tonnes de déchets qui proviendraient des opérations d'aménagement à horizon 2030 et en réalisant un scénario tendanciel, c'est-à-dire à partir des démolitions observées entre 2013 et 2022 en secteur diffus, d'ici 2030, on pourrait avoir jusqu'à quasiment 10 millions de tonnes de déchets supplémentaires, ce qui porterait à 26 millions de tonnes de déchets du bâtiment dans la métropole, en secteur d'opération d'aménagement et en secteur diffus. Donc ça, c'est un peu l'agrégation de ces deux, enfin, des démolitions à venir. La différence, qu'on a proposé 4 scénarios qui pourraient prendre en compte des facteurs conjoncturels et exogènes au secteur de la construction, comme on peut le voir un peu en ce moment, hein, que l'évolution de la capacité d'investissement des ménages ou les évolutions réglementaires, les évolutions des coûts de production pourraient avoir des incidences
sur la dynamique de construction des munitions. Donc c'est parmi ces quatre scénarios, le bleu est le tendanciel, donc qui prend uniquement en compte les démolitions, la tendance des démolitions passées. Le vert, qui est notre scénario 2, est notre scénario intermédiaire, qui prend en compte les hypothèses que vous avez présentées sur la proximité aux opérations d'aménagement, au secteur de gare du Grand Paris Express et la proximité de Paris. Le scénario 3 suppose calqué sur le scénario intermédiaire, mais suppose une baisse d'activité en lien avec l'évolution des coûts, par exemple, comme je vous le mentionnais précédemment. Et notre quatrième scénario, lui, suppose des évolutions réglementaires allant dans le sens d'une généralisation de la réhabilitation et de la rénovation thermique au profit des démolitions reconstructions. Donc l'intérêt de quantifier tout ça, c'est également en fait de mettre les démolitions à venir, d'identifier ces gisements au regard de la capacité de traitement des déchets sur le territoire. Là, j'ai fait sur la carte à droite, j'ai mis en comparaison les surfaces qui seraient démolies dans les opérations d'aménagement avec le maillage des plateformes en béton, qui traitent plateformes de traitement du béton. Donc on observe qu'il y a quand même une certaine cohérence géographique dans les lieux de production de déchets en béton et la localisation des plateformes de traitement, mais certains territoires sont un peu moins dotés. C'est notamment le cas du territoire de Paul, ou encore de Grand Orly-Seine-Bièvre, en dehors de l'axe Seine, finalement, a quand même des foyers, des gisements à venir assez importants et un maillage territorial finalement pas si homogène. Et cet enjeu se pose premièrement au regard de la capacité réelle des sites de traitement à recevoir des flux importants de déchets, mais également au regard de l'enjeu réglementaire de la responsabilité élargie du producteur pour les déchets du BTP. Parce que cette réglementation qui est entrée en vigueur en 2023 va avoir des implications assez importantes. Enfin, on a déjà, mais on va en avoir encore davantage sur le maillage en termes de maillage territorial de plateformes de traitement des déchets. En Île-de-France, c'est par exemple 15 minutes de trajet entre le point de production du déchet et son centre de reprise. Il y a également un certain nombre de critères à respecter pour faire partie des points de maillage au regard de la REP. Donc, on a également travaillé à l'accompagnement de la métropole du Grand Paris, donc à la fois au regard des enjeux que je viens de citer sur la REP, sur les produits, sur les déchets du BTP, mais également sur l'accompagnement finalement au développement des plateformes de réemploi sur le territoire. On a travaille actuellement avec la métropole du Grand Paris, dont Adrien, je pense, reviendra un petit peu sur le sujet lors de sa présentation. On a travaillé à l'identification de sites potentiels pour développer des plateformes de réemploi avec l'Institut Paris Région, qui est l'autre agence d'urbanisme du territoire francilien, et le booster de réemploi qui du coup est plus porté sur l'opérationnalité en lien avec les acteurs de réemploi. Cette démarche qu'on a co-réalisée avec l'Institut Paris Région et la métropole, la Lapure a identifié les sites potentiels pour les plateformes de réemploi dans les périmètres d'opération d'aménagement et qui seraient des sites temporaires, tandis que l'Institut Paris Région a plutôt identifié des sites dans le secteur diffus et qui ont vocation à être pérennes. Donc ces deux bases sont complémentaires. Et on a identifié, ça c'est la carte était dans sa version initiale
En 2021, il y avait plus de 200 sites pour chaque agence d'urbanisme, soit environ 500 au total. Là, actuellement, on travaille à identifier des sites un peu plus petits qui seraient dédiés au réemploi, donc moins de 5000 m². Et on travaille du coup à l'identification plus précise de ces fonciers. Et je pense que Adrien reviendra dessus. Et pour terminer, c'est également une des pistes de réflexion sur laquelle on est en train de travailler actuellement, c'est la logistique fluviale pour les déchets du BTP. Donc en fait, au regard des importants gisements de déchets du BDP et des mètres carrés finalement que ça représente dans les années à venir, euh, on est en train de réaliser une étude d'opportunité pour améliorer finalement la gestion par voie fluviale de ces déchets-là, puisqu'il y a quand même des volumes importants qui sont générés dans les opérations d'aménagement et qu'il y a un intérêt réel en termes de logistique fluviale. Et il y a aussi cette idée donc de mutualiser les trajets avec les matériaux entrants pour les opérations d'aménagement qui sont en bord à voie d'eau et ensuite enfin, les matériaux sortants. Donc la carte sur votre droite fait état des principaux ports de la région du Grand Paris qui traitent ces déchets et les opérations d'aménagement qui prévoit, enfin, avec des mètres carrés à démolir à horizon 2030. Donc, on peut observer là quand même certaines synergies. Voilà, donc ça, c'est une étude qui a vocation à être publiée fin du premier semestre 2024. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par nos différents travaux, ils sont en ligne sur le site de l'atelier parisien de l'urbanisme. Donc merci de m'avoir écouté. Je vais passer la parole à Adriane pour la suite des présentations. Merci beaucoup Hugo pour cette présentation. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On y reviendra en fin de présentation de tous les intervenants. Je vais laisser maintenant la parole à Adriane, qui est chargée de mission économie circulaire, animation territoriale à la métropole du Grand Paris. Donc la base de données démolition, hein, c'est un des outils que vous avez et qui sert à la collectivité euh, pour, euh, pour avoir un aperçu sur les flux et comment gérer tout ça. Mais vous avez aussi d'autres outils et d'autres accompagnements à la gestion circulaire dans la construction et l'aménagement, et c'est ce que tu vas nous présenter maintenant. Alors merci, oui, je vais poursuivre sur la lancée d'Hugo. Enfin, il y a certaines choses qui vont être reprises, forcément, puisqu'on travaille sur le même territoire, comme ça a été précisé. Donc moi, je suis chargé de mission économie circulaire au sein de la métropole du Grand Paris, donc, qui est une intercommunalité dense de 7 millions d'habitants à peu près. Hugo a déjà donné des limites périmètre géographique, donc on se situe à peu près sur Paris plus l'ensemble des communes de la Petite Couronne. En matière d'économie circulaire, donc je vais entrer un tout petit peu sur l'enjeu flux, qui a déjà été quand même beaucoup discuté par Hugo. Je vais enchaîner moi assez vite sur le pendant opérationnel de ces analyses et des conclusions qui en sont issues. Voilà. Alors, très rapidement, pour compléter un petit peu sur le volet flux, donc au niveau de la métropole, outre l'appui qu'on peut avoir sur toutes les productions de la pure, on a souhaité se doter d'une étude de métabolisme urbain. Donc, étude de métabolisme urbain, je ne sais pas à quel point ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est considérer le territoire comme un organisme vivant. Voilà, l'analogie du métabolisme, regarder tout ce qui entre de ce territoire, un petit peu comme une boîte noire, hein, tout ce qui en sort, tout ce qui est valorisé localement,
Alors, les méthodes de métabolisme urbain évoluent quand même avec le temps et de plus en plus, on rentre également à l'intérieur de cette boîte noire avec une approche davantage centrée sur la manière dont se déroulent ces consommations de matière au sein même du territoire, euh, avec des approches notamment de modélisation. Donc, nous, l'étude, elle a notamment été menée donc entre 2021-2022 par le bureau d'études Cité Source. Vous avez ici l'image générale de cette étude de métabolisme urbain. Donc, avec des consommations de matières qui sont ramenées à l'habitant. Donc là, ce que vous avez, c'est des tonnes par habitant. On est à peu près à 4 tonnes par habitant de consommation intérieure de matière. Et de l'autre côté, tout ce qui est émis en termes de déchets, d'émissions, etc., sur la nature, vers la nature. Et donc, très globalement, les grands indicateurs qu'on en ressort, c'est le fait que la consommation de matière elle soit centrée sur d'abord les matériaux de construction. C'est vraiment le premier gisement. On est à peu près à 40% de consommation en entrée. Puis les combustibles fossiles et tout ce qui est alimentation. On a un peu moins de 30% des ressources qui sont consommées qui sont renouvelables. Et donc, si on combine à la fois tout ce qui est extrait localement au sein de la métropole, qui est un territoire sur lequel on extrait nécessairement peu de matière, on importe énormément de choses, et ce qui est recyclé localement, on arrive à peu près à 7% de matière issue à la fois de ce qui est extrait et recyclé localement. Voilà, donc nécessairement des potentiels d'optimisation. On a de cette étude de métabolisme urbain, notamment, est issue une stratégie métropolitaine d'économie circulaire et solidaire que vous pouvez retrouver sur le site institutionnel de la métropole du Grand Paris, où il y a différents axes qui ont été priorisés, notamment des axes d'exemplarité en interne sur les opérations métropolitaines, sur les financements, les fonds d'investissement métropolitains, sur de l'accompagnement à l'ensemble des collectivités inframétropolitaines, notamment tout ce qui est communes, établissements publics territoriaux. Et puis 3 axes thématiques. Un premier axe sur la construction, qui est le premier pôle de consommation de ressources, de production de déchets. Un deuxième pôle plutôt sur l'alimentation. Un troisième sur tout ce qui va être bien de consommation durable. Et donc tout ce qui va être filière de réemploi, de reconditionnement, de recyclage. Voilà, globalement. Donc, voilà, je poursuis sur on a eu un focus qui a pu être réalisé sur le secteur plus spécifiquement de la construction. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on est à peu près sur 40% des matériaux consommés en entrée, 75% des déchets générés. Donc, cette étude nous a permis ici d'identifier où étaient les grands volumes, que ce soit au niveau géographique. Donc, il y a eu pas mal d'éléments qui vous ont été présentés par Hugo, que ce soit au niveau de la typologie de travaux qui vont impliquer ces consommations de matériaux ou ces productions de déchets. La typologie de matière également, bien sûr, qui va être à la fois consommée, produite, des projections sur la manière dont ça va évoluer. On a eu également des cartographies d'acteurs pour voir dans quelle mesure le tissu aujourd'hui économique est en capacité effectivement d'opérer ces flux, où sont les éventuels trous dans la raquette. Voilà, je ne reviens pas trop dans le détail là-dessus parce que Hugo a déjà présenté beaucoup de choses. Et donc là, aujourd'hui, on estime qu'on est à peu près à 15% des déchets émis sur le territoire qui sont valorisés localement. Alors, principalement sous forme de recyclage ou de valorisation matière. On parle de réemploi, on est bien sûr à des chiffres qui sont bien en deçà aujourd'hui. Au-delà donc de cette analyse, on a voulu opérationnaliser les choses à travers des politiques publiques dédiées, donc notamment un programme métropolitain pour la construction circulaire qui
combine un peu deux grands objectifs qui vont pas trop vous étonner, qui sortent pas trop de l'ordinaire. D'un côté, accompagner l'évolution de la prescription des pratiques constructives sur le territoire, donc plutôt tout ce qui va être volet demande, et de l'autre, accompagner aussi la structuration d'une offre économique locale appropriée, proportionnée pour répondre à ces besoins. Donc, soutenir le développement des filières d'économie circulaire appliquées à la construction. Voilà, donc ces deux grands volets, je vais vous l'expliciter rapidement, avec un troisième axe qui est un peu dans l'entre-deux, qui est le volet outillage. On a vocation aussi à fournir des outils à l'ensemble des parties prenantes de la métropole. Donc, sur le volet aide à la prescription, animation, dans un premier temps, on a souhaité créer donc un référentiel partagé, une charte comme ça. Donc, on est dans une idée de réglementation souple, on va dire, de manière à faire en sorte que chaque partie prenante de la chaîne de valeur de la construction au sein de la métropole s'engage avec des engagements réciproques, des engagements qui sont adaptés en fonction des compétences, des moyens d'action de chaque typologie d'acteurs. Ça ne va pas être la même chose pour des maîtres d'ouvrage et pour des producteurs de matériaux, pour des entreprises de travaux, par exemple. On a toute une concertation pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qui serait une vision partagée de la filière construction circulaire à l'échelle de la métropole et quel type d'engagement était pertinent pour chacun de ces acteurs. Donc, cette charte, vous pouvez la retrouver en ligne. Aujourd'hui, on n'y a pas adjoint d'objectifs quantitatifs contraignants. On est plutôt sur des lignes directrices relativement souples, mais déclinables avec des indicateurs adaptés au sein de chaque typologie d'organisation. Et le but, c'est aussi de créer la confiance nécessaire pour sécuriser l'émergence des nouvelles filières et l'émergence de la demande. Faire en sorte que tout au long de la chaîne de valeur de la construction, on se parle et on adopte des pratiques cohérentes au vu d'une ambition globale de transition vers la construction circulaire. Et donc, au-delà de cette charte, on a mis en place un réseau qui a été co-animé pendant 2 ans d'ailleurs par l'association RE, où l'ambition était de mettre tout le monde autour de la table, dans le cadre d'événements réguliers, donc, des sessions techniques sur les différents leviers d'intégration de l'économie circulaire au sein de l'aménagement et la construction, donc de la montée en compétences, du partage de retours d'expérience et des visites de terrain également. Le but était de faire réseau et de partager ensemble des problématiques autour de collectives ou même voire parfois individuelles, en mettant l'intelligence collective au service de la levée des différents obstacles, blocages identifiés. Voilà. À côté de ce volet réseau, on a souhaité développer des accompagnements plus spécifiques, notamment à destination des communes et des établissements publics territoriaux de la métropole. Donc, le but était de les aider dans le cadre de leurs opérations un petit peu du jour le jour, par exemple la rénovation de bâtiments publics, des projets de renaturation, d'espaces verts, de voiries ou je ne sais quoi, leur mettre à disposition de l'expertise technique au-delà des dispositifs de soutien économique, des divers fonds qui peuvent exister pour les aider vraiment à changer leurs habitudes, on va dire, en termes de cahier des charges, en termes de pratiques constructives, et donc de leur mettre à disposition une assistance à maîtrise d'ouvrage dédiée et un programme d'accompagnement collectif aussi avec de l'échange pour accompagner l'évolution de ces pratiques. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 2 programmes, notamment le premier programme qui est bien structuré autour de la rénovation circulaire de bâtiments publics, et un deuxième programme là qui se lance sur tout ce qui va être renaturation, justement, pour privilégier le recours notamment à des terres végétales recyclées. Et c'est des choses qu'on va être amené à dupliquer sur d'autres champs, d'autres typologies d'opérations menées par les communes.
Voilà, je poursuis avec le volet outillage. Donc, volet outillage, le but, c'est de donner des clés d'action à l'ensemble des maîtrises d'ouvrage, mais aussi de tous les acteurs plus largement de la chaîne de valeur. Alors, aujourd'hui, ça se concrétise via notamment un catalogue des solutions pour la construction circulaire que vous trouverez également en ligne sur notre site ou sur notre plateforme collaborative grandpariscirculaire.org, où là, on est sur un guide référentiel qui est vraiment décliné de la charte et qui permet, notamment pour les maîtrises d'ouvrage, d'identifier à toutes les grandes étapes d'un projet, d'une opération d'aménagement, comment on peut intégrer de l'économie circulaire et en lien avec chacune de ces grandes étapes, auprès de quels porteurs de solutions locaux du territoire également vous pouvez vous tourner. Donc, on est sur c'est pour ça qu'on évoque le terme catalogue, on recense les grandes étapes, des retours d'expérience, des grands leviers d'action et les acteurs appropriés, les acteurs sachants au sein du territoire qui peuvent apporter des solutions. Et à côté de ce guide, on travaille sur de l'outillage numérique également. Donc, sur deux pans, sur un pan plutôt éco-conception, avec un outil open source qui a été produit par la chaire économie circulaire et métabolisme urbain, donc qui est pilotée par l'université Gustave Eiffel. Là, le but est, en amont des opérations, d'établir des scénarios constructif avec une déclinaison derrière de scénarios de recyclage, in situ, ex situ, de scénarios de logistique qui vont être les plus appropriés pour s'inscrire dans une stratégie d'économie circulaire, de sobriété, etc. Et à côté de cet outil, donc, vous pouvez trouver en ligne sur le site qui est accessible gratuitement sur le site de la chaire et utilisable par tous. On travaille actuellement avec 3 territoires métropolitains, donc les EPT pleines communes Est Ensemble et la ville de Paris, sur un outil de matching entre les flux réemployables issus des déconstructions et les besoins des opérations pour des matériaux de réemploi. Donc, le but, c'est d'être sur une méta-plateforme qui consolidera à la fois l'offre, la demande, en lien avec les autres plateformes numériques existantes, les marketplaces qui peuvent préexister, les centres de réemploi plutôt physiques, les opérations dans le diffus, etc. Le but, c'est d'être vraiment sur un outil ensemblier, public, qui va faire de l'interopérabilité, entre guillemets, entre tous ces outils existants, toutes les opérations existantes pour faciliter vraiment l'offre et la rencontre entre l'offre et la demande en matériel de réemploi. Et avoir de notre côté, acteurs publics, aussi des outils de suivi d'évolution des pratiques et de consolidation des bénéfices environnementaux qui sont liés à l'évolution de ces pratiques. Et dernier point, j'espère que je ne suis pas trop en dehors des clous, Sarah, n'hésite pas à me dire s'il faut que j'accélère. On est plutôt sur l'offre économique, sur le développement, le soutien, l'accompagnement à l'émergence, à la pérennisation des filières d'économie circulaire qui se structurent sur le territoire. Donc, on travaille, comme l'a évoqué Hugo, à la mise en œuvre d'un dispositif de soutien au réemploi et notamment aux activités, aux centres de réemploi qui sont des espaces assez indispensables dans les territoires urbains denses pour entreposer temporairement des matériaux qui sont déposés en vue d'être réemployés et pour les reconditionner. On a besoin de reconditionner ces matériaux pour garantir à un moment donné pour rassurer en tout cas les maîtrises d'ouvrage sur la qualité perçue des matériaux de réemploi. Donc, on travaille à 2 niveaux sur ce sujet, à la fois mobiliser des fonciers en vue qui sont pertinents, que ce soit des fonciers effectivement, comme le disait Hugo, pérennes ou temporaires, pour installer, aider à l'installation ou à la pérennisation de ces acteurs du réemploi. Et on travaille par ailleurs avec le Centre scientifique et technique du bâtiment sur un programme de recherche dédié à l'élaboration d'un signe de reconnaissance des process
mises en œuvre par ces plateformes de réemploi et de reconditionnement. Le but est de valider en quelque sorte la qualité vraiment des pratiques qui sont mises en œuvre par ces acteurs qui, pour certains, mettent en place des pratiques déjà robustes depuis de nombreuses années et aider, contribuer à améliorer également la reconnaissance du coup, de ces acteurs et la prescription de leur matériel. Voilà. Et pour conclure, des sujets innovation, parce que il faut pas se reposer sur nos lauriers entre guillemets et continuer à innover, soutenir l'innovation sur le territoire. Donc on essaie de le faire à travers des programmes de recherche et développement adaptés à l'accompagnement au montage d'expérimentations au sein des communes, territoires métropolitains. Et par exemple, là, je vous ai mis une photo d'un programme qui est en cours de structuration d'un projet pour faire émerger une barge flottante dédiée au concassage des matériaux de construction, donc qui circulerait sur l'axe fluvial, notamment sur la Seine, sur les canaux, pour se rapprocher au plus près des chantiers en bord de voie d'eau et apporter une réponse justement à ce déficit d'espace foncier dédié justement aux opérations de transformation, notamment de concassage, en vue d'obtenir des granulats de qualité suffisante pour faire du béton, notamment intégrant des granulats recyclés. Voilà, donc je vous ai fait un tour d'horizon assez global de tout ce qui est engagé sur le territoire sur la base de ces premières analyses de flux qui ont été conduites et qui sont renouvelées régulièrement par l'APUR, par l'Institut Paris Région, avec à la fois ce volet accompagnement de la prescription et accompagnement de l'offre également. Merci beaucoup, Adrienne. Donc, on a déjà pas mal de questions dans le chat. On y reviendra à la fin des présentations. On va avoir une dernière présentation justement avant ce temps d'échange. Pour cette dernière présentation, je vais m'adresser à Capucine Gauthier qui vient du CSTB, donc ingénieur recherche et expertise, et qui va nous présenter comment utiliser le guide opérationnel, comment mieux valoriser et déconstruire, qui est un guide qui met en avant comment on favorise une déconstruction efficace pour valoriser au mieux un maximum d'éléments du bâti. Voilà, Capucine, je te laisse la main. Merci Sarah. En effet, je vais vous présenter aujourd'hui le guide qui a été rédigé en 2022 qui porte sur la déconstruction sélective. Donc pour commencer juste la présentation, je vais un peu revenir sur une petite présentation rapide du CSTB, donc Centre scientifique et technique du bâtiment. Donc le CSTB, c'est un EPIC, donc établissement public à caractère industriel et commercial, et qui organise son activité en 5 grands domaines. Donc le premier qui est la recherche et l'expertise, dans lequel j'évolue donc au sein de la direction économie et ressources. Également donc la partie évaluation, donc notamment pour vérifier que des produits ou des systèmes sont bien intégrables dans les bâtiments. Il y a ensuite la partie certification, où notamment le CSTB propose diverses certifications sur les produits de construction. On a tout un volet qui concerne aussi la diffusion des connaissances, donc que ce soit notamment via la partie édition et formation du CSTB, donc avec tout un tas de guides qui peuvent être rédigés, l'organisation de formations ou de webinaires, et enfin donc la partie essai, donc notamment pour caractériser les produits de construction du bâtiment. Donc, sur la partie recherche, donc le CSTB organise son activité en 4 domaines d'action stratégique, dont celui qui porte sur l'économie circulaire et les ressources pour le bâtiment. Et donc, c'est plutôt dans cet axe-là que s'est ancré le travail de développement du guide. Donc, pour présenter en 3 axes la partie feuille de route économie circulaire. Donc, le premier porte plutôt sur la connaissance des flux et des stocks de matière. Donc, l'idée, c'est de comprendre comment est constitué le parc de bâtiments, quels sont les produits constitutifs, quels sont les flux associés. Le deuxième donc, va porter plutôt sur la valorisation de l'existant. Et donc, c'est dans ce cadre-là que, notamment,
Donc, on travaille sur le fait de passer d'une logique de démolition à une logique de déconstruction sélective, d'accompagner les acteurs à mettre en place des démarches de réemploi, de travailler aussi sur l'intégration du recyclé dans les produits de construction. Et enfin, donc, le dernier axe qui porte sur l'anticipation au stade de la conception, que ce soit à échelle produit, axe 2 de cette feuille de route. Et donc, pour passer à la présentation de guide, et pour expliquer déjà dans un premier temps comment il s'est mis en place et comment sa rédaction a été organisée. Donc, de base, donc l'objectif, c'est de proposer un outil, on va dire, opérationnel pour des acteurs du BTP qui veulent donc mieux valoriser les produits, équipements, matériaux et déchets issus d'opérations de déconstruction et donc enrichir les connaissances sur une déconstruction engagée et efficace. Pour cela, donc, la méthodologie de développement du guide, donc, c'est un guide qui a été réalisé en partenariat entre ORE et CSTB. Il y a eu de nombreuses réflexions qui ont été menées dans le cadre du Club métier des constructions qui est animé par ORE. Et aussi, donc, il y a de nombreux échanges qui ont été organisés avec les acteurs du secteur pour vraiment enrichir le contenu des différentes fiches qui constituent ce guide. Et donc, c'est un guide qui se veut assez opérationnel et facile à prendre en main parce qu'il se présente sous forme de fiches qu'on a essayé de faire les plus synthétiques possibles et qui portent donc sur trois grandes thématiques, on va dire. Donc, d'une part, les fiches actions qui ont pour objectif de présenter les différentes actions qui vont constituer une opération de déconstruction sélective. Les fiches métiers donc, qui présentent les différents acteurs qui interviennent sur une opération et qui présentent leur rôle et leurs responsabilités. Et enfin, donc, les fiches filières. Donc, pour ce guide qui date de 2022, les fiches filières, c'était un peu une nouveauté par rapport à la version 2018 d'un guide qui avait été rédigé par ORE. Et donc, ces fiches filières, l'objectif de ces fiches, c'est d'avoir un peu un état des lieux sur les différentes filières, à la fois de recyclage et de réemploi, des produits, équipements, matériaux et déchets issus des chantiers de déconstruction. Donc, pour rentrer un peu dans le détail du contenu de ces différentes fiches, donc sur les fiches actions, l'objectif, c'était donc de présenter les différentes étapes et actions à mener tout au long d'une opération de déconstruction sélective. Et pour cela, donc, les fiches sont découpées, on va dire, en trois grandes parties, avant chantier, pendant chantier et après chantier. Et pour chacune de ces phases, il y a différentes actions qui ont été identifiées. Et donc, vous pourrez voir donc, que certaines ont fait l'objet uniquement d'un petit paragraphe explicatif et d'autres ont été vraiment détaillées. Et donc, c'est celles qui sont encadrées en rouge qui sont vraiment détaillées dans le guide. Sur les différentes rubriques qui vont constituer les fiches actions, donc globalement, toutes les fiches qui sont développées ont les mêmes rubriques. Donc, on présente déjà l'étape, l'action, on décrit un peu les enjeux de cette action. On va ensuite préciser la position de l'action dans la chronologie globale du projet. On va ensuite préciser donc, les acteurs qui sont concernés par l'action et aussi en identifiant quels sont leurs rôles dans cette action. Les fiches proposent donc aussi un rappel réglementaire en lien avec l'action, des documents donc, en données d'entrée et livrables qui sont liés à l'action. Dans certaines fiches, vous retrouverez des logigrammes, donc pas dans toutes les fiches, mais dans certaines, des logigrammes qui sont des sortes d'aide à la décision. Donc là, dans l'exemple qui est illustré, c'est pour identifier quelles sont les opérations qui sont soumises au diagnostic EMD. Et enfin, donc, les fiches actions précisent donc, l'ensemble des étapes à mettre en œuvre pour mener à bien l'action en question. Et après, donc, pour aller un peu plus loin, il y a des guides et des outils qui sont également proposés à la fin des fiches, des points d'attention, et on a remis également les sources sur lesquelles on s'était basé pour les développer. Ensuite, donc, concernant les fiches métiers, donc, il y a 5 fiches qui sont proposées dans le guide qui vont porter donc, sur différents acteurs, donc qui sont la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, le diagnostiqueur PMD, les entreprises de déconstruction,
Et enfin, une fiche un peu plus générale qui porte sur plusieurs acteurs à la fois. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier les acteurs qui interviennent au cours de l'opération et de comprendre quels sont leurs rôles et leurs responsabilités. Donc dans le guide, on propose une sorte de schéma qui met en avant donc, les différents acteurs de la déconstruction sélective, mais également l'ensemble des liens et des interactions pardon, qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs. Et donc, sur le contenu des fiches métiers, donc l'idée, c'était de reprendre le même découpage que les fiches actions, c'est-à-dire avant, pendant et après chantier, et de proposer donc pour chacune des phases une liste des actions à mener par l'acteur qui est visé par la fiche. Et donc l'idée, c'est pour que ce soit une fiche facile d'utilisation et opérationnelle, les différentes étapes sont proposées sous forme de checklist qui permettent de suivre en fait l'avancement de l'action. Donc voilà pour les fiches métiers et enfin donc pour les fiches filières. Donc l'objectif premier, c'était vraiment de proposer une synthèse et un état des lieux sur les filières de réemploi et de recyclage. Donc c'est un guide qui a été rédigé en 2022 et donc certainement qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis. Donc les fiches proposent diverses recommandations et bonnes pratiques à mener, donc que ce soit pour le recyclage et le réemploi, donc notamment sur les précautions sur le tri, les précautions de stockage, de transport, et aussi sur les différentes étapes du réemploi. Et donc sur ces fiches réemploi, l'objectif était aussi de permettre aux différents acteurs de s'approprier la thématique. Donc, sur les fiches réemploi, il y a 4 lots qui sont couverts par les fiches et qui sont chacun constitués de différentes familles. Donc, clos et couverts, plomberie, appareil sanitaire, menuiserie, portes et fenêtres et revêtements intérieurs. Les différentes familles, enfin, et lots qui font l'objet des fiches réemploi, mais aussi des fiches au recyclage, avaient été discutés notamment lors des réunions du club métier des constructions. Donc, ça avait été aussi l'idée, c'est aussi de prendre en compte les retours des acteurs pour proposer les fiches les plus pertinentes, on va dire, et les familles qui sont constitutives de ces différents lots sont celles qui, a priori, présentent, qui sont les plus propices au réemploi. Donc, pour chacune des fiches filières réemploi, l'objectif, c'était de présenter une petite météo du réemploi, de donner aussi des indications sur les émissions de carbone évitées et de donner donc, des recommandations et des bonnes pratiques, donc à la fois sur les étapes de diagnostic des produits équipements en matériaux en vue de leur réemploi, des précautions de dépose, de stockage, de transport, de reconditionnement, et en fait d'avoir voilà, tout un ensemble de bonnes pratiques à adopter jusqu'à la repose du produit sur le projet. À savoir que ces fiches réemploi, en fait, n'ont pas fait l'objet de recherches supplémentaires et sont basées sur tout un tas de documents qui existent déjà sur le réemploi, que ce soit donc les fiches qui ont été développées dans le cadre du projet européen FCRBE, les guides aussi réemploi de la Fondation Bâtiment Énergie. Alors, on s'est basé sur tout un tas de documents qui existent déjà pour essayer de proposer des fiches synthétiques sur le réemploi. Et enfin, donc, sur la partie recyclage, donc là, l'idée, c'est de proposer donc, 10 fiches qui traitent des 10 catégories de déchets, on va dire, les plus fréquentes lors d'une opération de déconstruction sélective, donc qui vont des gravats aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Dans ces fiches, vous retrouverez donc une présentation du déchet, des données sur les quantitatifs de production annuelle, taux de recyclage, et autres types de valorisation. Et après, tout un tas d'informations, notamment sur les pratiques actuelles, donc c'était, je rappelle, en 2022, sur chantier et les bonnes pratiques à mettre en place, les conditions de reprise par les filières de valorisation, quelles sont les techniques de recyclage ou les autres techniques de valorisation qui sont proposées pour chacune des typologies de déchets. Et enfin, voilà, quelques points d'attention et enjeux pour la filière. Donc voilà une présentation assez
synthétique et rapide des différentes fiches et de leur contenu. Et donc, pour aller plus loin, donc, je ne l'ai pas précisé notamment pendant la présentation des fiches actions, mais du fait que le guide a été rédigé en 2022, il y a certains éléments qui, à l'époque, n'étaient pas forcément mis en place. Donc, je pense par exemple à toute la partie qui concerne le dispositif et le diagnostic PEMD. Donc, il y a évidemment des données qui ont aujourd'hui changé et qui seraient à mettre à jour. Et donc, par exemple, là, pour faire un lien avec le diagnostic PEMD, cette slide nous présente différents outils complémentaires, donc notamment la plateforme PEMD, qui est donc un outil réglementaire en lien avec le diagnostic PEMD. Donc, c'est un outil qui est disponible en ligne, ouvert à tous, qui est public et gratuit. Et donc, il y a pour objectif de permettre aux maîtrises d'ouvrage de respecter leurs obligations réglementaires de transmission des diagnostics PEMD et des récollements au CSTB. C'est aussi un outil qui permet de mettre en visibilité, donc en amont de la phase chantier, l'ensemble des gisements de produits, équipements, matériaux et déchets qui sont issus d'opérations de rénovation ou de démolition. Et donc de permettre de mettre en lien l'offre et la demande via cette mise en visibilité par la carte des gisements qui est disponible sur la plateforme, et aussi d'organiser un retour d'information auprès des maîtrises d'ouvrage. Donc c'est aussi une plateforme, donc l'idée c'était d'impliquer autant que possible les futurs utilisateurs. Il y avait différents groupes utilisateurs qui avaient été mis en place en amont du développement de la plateforme pour justement recenser un peu les besoins et proposer un outil qui réponde le mieux à ces besoins. Et c'est un objectif pour créer les bonnes conditions pour que la bonne application de la réglementation soit contrôlée. Et en parallèle de ça, donc un autre outil qui est proposé là, donc c'est un guide qui a été rédigé dans le cadre du projet européen FCRBE. Donc il y a tout un tas de livrables qui sont disponibles sur le site du projet, notamment, donc, je mentionnais tout à l'heure les fiches matériaux. Il y a 36 fiches matériaux qui sont disponibles sur le site du projet. Donc là, le guide proposé, donc c'est un guide qui propose des stratégies de prescription pour intégrer le réemploi dans les projets de grande échelle et les marchés publics. Donc c'est un outil qui s'adresse en priorité aux maîtrises d'ouvrage pour proposer des stratégies de réemploi adaptées au marché public, mais qui fonctionnent aussi pour des contextes privés et des projets plus petits. Et donc, c'est un guide qui s'organise en 3 grandes parties. La première qui permet de décrire donc, les différentes façons de formuler un objectif de réemploi. La seconde qui propose donc différentes stratégies et différentes routes possibles pour mettre en place ces stratégies de réemploi. Et après, il y a tout un tas de fiches annexes qui permettent d'aller plus en profondeur sur certaines notions et de répondre à différentes questions soulevées. Voilà pour la présentation. Et juste pour revenir sur le guide, en termes de perspective sur ce guide, il est prévu dans le cadre du projet Cirque Boost. Donc, c'est un projet qui est mis en place dans le cadre du programme Horizon Europe. Donc, c'est un projet de 4 ans entre 2023 et 2027. Donc, l'idée, c'est de proposer aussi un MOOC sur la déconstruction sélective qui se baserait donc sur le guide que je viens de vous présenter. Voilà, merci. Merci beaucoup, Capucine. Alors, on va passer au temps de questions-réponses. David, je te laisse peut-être ouvrir le bal avec une première question. Oui, alors en fait, il y a pas mal de questions en fait qui se rejoignent un peu. Et c'est une réflexion que je me fais en même temps par rapport à l'intervention d'Hugo au début. On a vu l'importance en fait d'apporter une réflexion interéchelle de l'opération jusqu'au territoire, de trouver une masse critique en fait de chantier pour pouvoir avoir un sens en fait au niveau territorial de cette gestion des flux. Et puis la réflexion temporelle jusqu'en 2030. Alors moi, je me place du point de vue d'une petite collectivité. Euh, je vois des opérations telles que l'a présenté Adrienne, des projets d'études métaboliques urbains, et je ne peux pas me lancer de là-dedans
Mais est-ce que pour autant, je peux aller appliquer ces méthodes, donc celle de Capicide, là, sur des opérations, ou est-ce que je dois forcément remonter en fait toute ma réflexion à l'échelle du territoire pour avoir un peu de sens? Donc c'est une question plutôt pour Hugo. Comment on articule en fait ces échelles réflexion territoriale et les fiches d'opération, et puis comment on fait le lien entre les deux pour avoir le meilleur effet de levier? Ça s'adresse aussi à Adrien finalement, puisqu'il a présenté à la fois l'étude métabolique et après des fiches très opérationnelles qui sont à l'intérieur du guide, les fiches thématiques. Comment vous faites le lien, ça, ce grand écart entre le territoire et les opérations? Je peux commencer, puis Adrien, tu pourras compléter, si ça te va. Enfin, effectivement, enfin, je l'avais présenté au début, enfin, les différentes études que la Pure mène, elles sont sur un territoire quand même très dense, et dans l'idée, les différents outils qu'on a et les études qu'on a réalisées sont transposables, mais n'ont pas toujours de pertinence, effectivement, si on parle d'une opération sur un territoire où ce serait la seule opération. Donc, enfin, les études territoriales, on les a réalisées parce qu'il y avait de la demande et une pertinence. Maintenant, comment faire une fois qu'en fait on a identifié ça pour passer à l'échelon de l'opération? C'est aussi par le but de ces études territoriales, dans un premier temps, d'identifier enfin, les gisements principaux, les synergies à réaliser. Après, pour passer au maillon plus opérationnel, il s'agit aussi de voir avec les collectivités, les aménageurs, les principaux intéressés en somme. Et puis c'est plutôt là qu'en fait il y a tout un jeu de réseau d'acteurs qui se met en place. Mais c'est vrai que enfin, finalement, le niveau étude territoriale a surtout vocation à documenter, porter à connaissance, sensibiliser. Euh, c'est pas directement à ce niveau-là qu'on va rentrer dans l'opérationnel, on va dire. Mais il sert de base de discussion et d'éléments finalement enfin, nécessaires à apporter en termes de quantification et d'objectivation de ce qui se passe dans les éléments d'échange un peu plus concrets et opérationnels qu'on peut avoir dans un second temps. Enfin, justement, tout ce qu'Adrien a présenté sur les groupes d'acteurs et d'échanges qui ont lieu dans la métropole. Ouais, Adrien, pour justement. compléter peut-être ouais, ce que dit Hugo, euh, il y a toujours, de toute manière, ces questionnements autour des flux, de l'analyse des flux, un gap entre l'échelle macro, quoi, qui est l'échelle des territoires, dans laquelle on va effectivement faire de l'analyse très consolidée, et l'échelle micro, on descend effectivement euh, à l'échelle, par exemple, des opérations, des sites d'entreprise. Voilà, il y a toujours un petit peu les mêmes questionnements qui se posent. C'est pas uniquement valable, je pense, pour le secteur de la construction. Euh, Globalement, moi, je pense que l'analyse macro, effectivement, elle est importante pour se définir des grands indicateurs de politique publique à des échelles métropolitaines, régionales, notamment, et suivre dans le temps ces indicateurs. Elle est également pertinente dans une approche de développement économique pour se poser des questions sur quelles sont effectivement les filières sur lesquelles aujourd'hui on doit mettre la priorité parce que on est encore en deçà d'un optimum du point de vue de la gestion des ressources et à l'échelle territoriale. Après, les méthodes qui sont déployées à l'échelle micro sont différentes et sont aussi très importantes là, pour se projeter vraiment à l'échelle de l'opération, faire des diagnostics beaucoup plus précis et identifier là de manière vraiment plus spécifique quelles vont être les solutions locales les plus appropriées, que ce soit pour du réemploi, du recyclage in situ, ou pour identifier les meilleurs exutoires à proximité. Voilà. Ces deux échelles différentes
qui sont pertinentes, mais in fine, il y a toujours quand même un petit gap quoi, entre les deux. Pour moi, ça se comble pas de manière si évidente. Oui, Alors, ok. peut-être que via BTP Flux, d'autres outils sur lesquels travaille le CSTB, ce gap va se combler, quoi. Mais voilà. Ben justement, peut-être, Capucine, tu peux nous dire si l'outil il est opérationnel à toute échelle et tout type de collectivité qui peut se saisir d'une ou partie de ce guide-là? Sur l'outil, le guide ou le BTP Flux? Le guide. Le guide, enfin, dans sa rédaction, il s'adresse plutôt à une échelle bâtiment et on n'avait pas forcément à l'époque réfléchi à une transposition à d'autres échelles plus larges. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, on avait une première question de Gaël Kiktef qui était comment se passe concrètement la mise en relation et la collecte, donc de manière très opérationnelle, un acteur du réemploi qui peut collecter un volume certain de gisements, par qui, comment est-il contacté ou identifié? Qui peut répondre à cette question? Alors, c'est pas complètement clair pour moi. Euh, tu peux la redonner. Je la trouve pas En gros, de façon sur très le. opérationnelle, comment on fait pour mettre en relation entre quelqu'un qui a besoin des gisements et quelqu'un qui est enfin, qui détient ces gisements? Quelqu'un qui a besoin de ces gisements dans le cadre d'une opération ou pour développer une activité, par exemple, de Alors, valorisation, quoi, de Gaël, je traitement, sais pas si d'emploi. tu es parmi nous, si tu peux Ouais. expliciter peut-être ta question. Enfin, les deux sont valables d'ailleurs, hein, mais c'est effectivement ça a des approches un peu différentes. Oui, oui, c'est plutôt ta deuxième interprétation, Adrienne. Après, c'est sur un projet très spécifique, justement, pour déployer une opération de reconditionnement, on va dire, à grande échelle avec un certain volume. Mm. Comment est-ce qu'on peut, pour un acteur du réemploi, sécuriser des flux intrants, identifier des flux, par exemple, de bois issus de la déconstruction et sécuriser une certaine forme de régularité ou un certain volume si un acteur décide de faire du reconditionnement à grande échelle, par exemple. Et où est-ce qu'il peut trouver ces flux? Est-ce qu'il a la connaissance des gisements pour pouvoir modéliser ça? Et très opérationnellement, sur une opération de démol ou de réhabilitation, euh, par qui est-ce qu'il peut être contacté? Est-ce que c'est l'éco-organisme, je ne sais pas, Valobat ou Valdelia qui se charge de ça? Enfin, voilà. C'est une question assez large, Ouais, bah, volontairement. pour moi, là, c'est sûr qu'il y a les éco-organismes qui vont jouer un rôle clé sur la question. Là où on avait l'évacuation de déchets, mettons, avec uniquement des prestataires de traitement en direct antérieurement, on a cet acteur supplémentaire de l'éco-organisme qui va avoir vocation à organiser au mieux les flux au niveau de la filière avec ce fameux maillage de centres de reprise. Enfin, j'ai plus les termes exacts, mais il y a peut-être des éco-organismes qui peuvent compléter dans l'assistance, mais il y a ce maillage de centres de reprise et effectivement des objectifs qui doivent être atteints à échéance 2028, notamment en matière de réemploi. Donc, tout acteur, toute activité effectivement qui développe ces activités de réemploi dans le conditionnement a intérêt à se manifester auprès des éco-organismes et à à voir de quelle manière, effectivement, les flux qui vont être consolidés et qui sont susceptibles d'être reconditionnés, réemployés, peuvent être, peuvent être euh,
peut être amené sur son lieu de travail, quoi. Donc, pour moi, il y a ça. Et puis, effectivement, après, il y a des sujets, le sujet dont je parlais tout à l'heure rapidement. C'est de travailler sur une plateforme d'intermédiation numérique aussi, qui sera à la fois entre les chantiers, mais également entre les espaces physiques dédiés au réemploi. Et donc, ça pourrait permettre aussi en direct, à un moment donné, d'identifier pour ces acteurs là où sont les gisements de matériaux réemployables qui vont être déposés sur les chantiers. Voilà. Je pense que il y a peut-être pas un système unique aujourd'hui qui est identifié. Il va peut-être avoir plusieurs solutions à combiner, quoi. Merci beaucoup, Adrienne, pour ta réponse. Alors, on avait une autre question aussi sur la question du métabolisme. Donc, en quoi la réalisation du métabolisme a permis de mettre en place une démarche opérationnelle? Est-ce que cette stratégie se concentre uniquement sur les flux les plus importants au niveau quantitatif? Euh, Alors, pas nécessairement, il n'y a pas que l'aspect volume qui compte quand même. On a des flux, je parlais notamment des biens de consommation durables, qui en termes de volumétrie sont moins importants, mais qui peuvent aussi, du point de vue de l'intérêt des filières, par exemple, revêtre un intérêt important. Sur le réemploi, c'est pareil, on va être peut-être sur des gisements qui vont être moins importants que sur le recyclage, par exemple. Pour les matériaux de construction, mais du point de vue valeur ajoutée sociale, création d'emplois, etc., il y a également beaucoup d'attrait, d'intérêt pour des territoires de promouvoir ce type euh, d'activité. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a fait une étude de métabolisme qui a fait effectivement uniquement les aspects volumétriques euh, qui, euh, qui comptent. Et d'ailleurs, c'est une des limites parfois des études de métabolisme, c'est qu'on est très centré sur une unité qui va être le tonnage de matériaux. Pour pouvoir se détacher aussi un peu de cette approche, parce que les bilans environnementaux, ça n'arrête pas au tonnage, que ce soit en termes de poids carbone, de poids d'impact biodiversité, eau, etc., ou que ce soit derrière en potentiel d'impact social, économique pour les territoires. Ok, merci, Adrienne. Alors, on avait une question de Thierry Dubuisson aussi. Vous présentez les plateformes de réemploi des matériaux de construction. Qu'en est-il de l'organisation des flux en termes de pré- et post-acheminement? Je prends pour exemple l'utilisation du fluvial, mais je n'ai pas vu l'étude. Nous travaillons sur ces points cruciaux des flux. Merci. Oui, ce qui rejoint la dernière question aussi qui a été posée sur la logistique, qui semble peu abordée, et le cadre fluvial. Donc, je ne sais pas si c'est plutôt pour Hugo ou pas. En fait, je veux bien reformulation de la question. Alors, je ne sais pas si la personne qui a posé la question est encore dans l'assemblée, comme ça, ce sera peut-être plus simple de formuler. Oui, je suis dans l'Assemblée, oui. Bonjour. Alors, je vous laisse prendre la parole, Bonjour. allez-y. Oui, bonjour. Donc Thierry Dubuisson, Demeteria. Nous travaillons sur l'acheminement justement des produits et on s'intéresse particulièrement au niveau des zones urbaines à la gestion de ces flux. Quand on utilise par exemple le fluvial, il y a la problématique du pré-acheminement et du post-acheminement, puisque pour aller par exemple, évidemment, on a besoin du routier dans un premier temps, mais pour ensuite utiliser, puisqu'on prend l'exemple du fluvial, il faut aussi à la fois des moyens de, de transport qui puissent livrer directement dans le fluvial, c'est-à-dire que ça nécessite de l'organisation, d'une part parce que on ne peut pas charger et décharger n'importe où. Alors j'ai vu que vous aviez sur une carte montré des sites, mais j'aurais effectivement aimé avoir des informations de la façon dont c'est organisé.
Et c'est pareil pour le post-acheminement, à partir du moment où ça sort, quand le fluvial apporte ses produits transformés ou à transformer, puisqu'on a parlé de barge, de savoir un petit peu comment ça s'organisait au niveau des flux. Et voilà, c'est sur les flux, les mobilités choisies, que ce soit le fluvial, mais aussi les autres moyens qui permettent justement de contribuer à cette économie circulaire. Merci. Bah, en l'occurrence, la carte que j'avais présentée, c'était une carte des ports ou quais à usage partagé existants, dont on sait qu'ils traitent déjà, enfin, où il y a déjà des barges qui embarquent ou qui débarquent avec des déchets. Et l'idée, c'était d'identifier les gisements à proximité de ces ports pour justement favoriser la mise en place de la gestion de ces déchets-là par voie fluviale lorsqu'ils ne peuvent pas être opérés directement sur site. Enfin, c'est plutôt une étude prospective qui est par ailleurs en cours de réalisation. Donc, je ne serais pas tellement en mesure de répondre à vos questions qui sont plutôt spécifiques. Mais voilà, donc, enfin, en tout cas, pour ce qui est de la logistique, sur place, c'est des ports qui traitent déjà des déchets du BTP ou autres. Donc, a priori, on suppose qu'ils ont l'infrastructure suffisante. L'idée, c'était aussi de voir la quantité de déchets qui étaient opérés par ces différents ports, dans quelle mesure ils pouvaient absorber une quantité plus importante et également du coup étudier le potentiel d'une déchetterie fluviale, on va dire, enfin c'est-à-dire d'une barge supplémentaire qui viendrait justement pour ces besoins spécifiques et ponctuels en complément de l'offre déjà existante. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Peut-être je me permets un tout Ouais. petit, un petit retour d'expérience, pas chez nous, ça vaut le coup de sortir un peu aussi, sortir d'être un peu du Grand Paris pour le coup, parce qu'on en parle pas mal, mais aussi de la France. À Bruxelles, par exemple, il y a l'initiative, c'est le Bruxelles Construction Consolidation Construction Center, quelque chose comme ça. Donc, une installation qui permet à la fois en fait de coupler des logiques d'approvisionnement de logistique amont, quoi, traditionnelle entre guillemets, et de reverse logistique, notamment dédiée à du réemploi, avec via un axe fluvial, quoi, via un canal au niveau de Bruxelles. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont trouvé un modèle économique qui fonctionne pas mal avec une logique d'approvisionnement au sein de cet entrepôt qui mutualise des activités de logistique traditionnelles et de réemploi. Vous trouverez, je pense, Bruxelles Construction Consolidation Center, j'ai plus tout en tête. Sinon, voilà, j'essaierai de le retrouver. Mais c'est notamment je vous invite à regarder ce que fait la Fabrique de la Logistique, donc un groupe de travail un peu dédié à ces enjeux de logistique du réemploi et qui avait organisé un voyage d'études à Bruxelles pour visiter cet entrepôt. Voilà. C'est assez intéressant avec de la livraison amont, une réorganisation alors soit de camions, soit de barges, justement, pour livraison aussi dernier kilomètre sur des chantiers bord de voie d'eau. Donc, je pense qu'il y a vraiment du potentiel à exploiter le fluvial, effectivement. Et ce serait intéressant de regarder ce qui ressort de l'étude de la PUR. Merci beaucoup, Adriane. Je vous informe, pendant que j'y pense, que tout ce qu'on partage ici sera retransmis dans le compte-rendu et il y aura un replay disponible. Alors, on a aussi une autre question qui est, je pense, plus destinée à Capucine. Donc, je travaille sur des petits projets de rénovation, transformation d'immeubles tertiaires, environ 3 000 à 5 000 mètres carrés.
avez-vous une idée du pourcentage de surcoût appliqué au mètre carré pour du réemploi? Alors malheureusement, non, je ne vais pas forcément avoir de réponse précise à cette question. Non. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a une idée de ce que ça pourrait représenter? Non, personne? Pas envie de dire de bêtises non plus. Mm. Il y a quand même un surcoût hein, aujourd'hui, mais alors il y a une étude qui est intéressante quand même. Je ne sais pas si elle est sortie. C'est une étude de l'IFPEB et de CycleUp qui, si elle n'est pas sortie, devrait sortir incessamment sous peu et qui compare justement les coûts, la différence de coûts entre réemploi, matériaux réemployés, on va dire, et matériaux neufs. Alors, est-ce que ça permet vraiment de voir au niveau de l'opération quels sont les surcoûts? Bon, peut-être il y a aussi d'autres choses en termes de, peut-être d'autres éléments à prendre en compte, mais c'est déjà une bonne première approche, je pense, cette étude. Et il me semble, enfin, pour les premiers éléments que j'avais eus, en fait, le surcoût est quand même pas si important. Ah, merci, quelqu'un a partagé l'étude. Surtout, enfin, en comparant notamment le réemploi à des matériaux de qualité, quoi. Si je peux me Si je puis Si on permettre. prend Ah ben, Clotilde. Bonjour à tous et donc bonjour Adriane. Si je peux me permettre, en fait, la notion de surcoût, elle dépend aussi de la manière dont on compte. Effectivement, si vous analysez le coût du réemploi sur une opération qui a, par exemple, d'entretien-maintenance, où vous allez intervenir une journée et où vous devez reconditionner quelque chose sur 3 jours, ça ne va pas marcher. Par contre, si vous êtes dans une logique globale où vous allez chercher à organiser l'approvisionnement en réemploi sur une partie de vos flux, vous allez lisser la gestion puisque vous allez l'amortir et vous allez réorienter certains de vos flux financiers. Donc, en fait, vous avez un coût d'investissement comme toute entreprise qui doit évoluer sur tel approvisionnement ou qui décide d'internaliser une partie de son approvisionnement ou de l'externaliser. Mais par contre, votre analyse va vous apporter un certain nombre de bénéfices, notamment quand votre approvisionnement sur un flux considéré est limité dans le temps et dans l'espace. Par exemple, ce matin, je discutais d'une réunion où on avait des problèmes sur des éléments électriques en termes simplement d'approvisionnement, des délais très longs ou de disponibilité même de produits. Et donc forcément, si vous vous réorientez sur un réparateur ou un reconditionneur, votre coût va être associé à un bénéfice puisque au lieu de plus avoir d'approvisionnement, vous aurez une partie de votre approvisionnement sécurisé. C'est pas valable sur tous les flux et pour le coup, l'étude réalisée par l'IFPEB et qu'Anthony vient de partager, c'est une étude assez intéressante puisqu'elle montre que la maturité est différente selon qu'on parle de sanitaire, d'éléments électriques ou même de menuiserie intérieure, puisqu'il y a une question de maturité, de savoir-faire et puis de disponibilité aussi de la matière. Et l'autre point, outre le type de produit, ce qui est souligné, c'est que le réemploi, en fait, exclut globalement beaucoup de produits entrée de gamme qui sont pas chers, peu chers à l'achat neuf, mais qui tiennent pas dans la durée. Et donc, on va plutôt travailler sur du réemploi moyen haut de gamme. Et donc, le rapport du coût va aussi être relatif par rapport au prix d'entrée sur du neuf. Forcément, si vous avez du réemploi de haut de gamme qui est du coup moins cher que le haut de gamme neuf, votre analyse du surcoût ne sera pas la même. C'est donc aussi une question d'analyse. En gros, si vous êtes seulement poseur-déposeur, ou si vous avez aussi la repose, voire l'exploitation maintenance, votre analyse comptable sera encore différente. Et donc,
le chiffon rouge du coût, elle doit être, c'est une pratique qui doit être vraiment prise avec beaucoup de recul, puisque évidemment, rien n'est gratuit. Enfin, je veux dire, les ressources ne sont pas disponibles d'un claquement de doigts, en particulier quand on est sur le marché d'occasion. Par contre, ça ne veut pas dire que rien n'est faisable parce qu'on va avoir des problèmes de coût, voire de garantie, parce que ça, c'est l'autre chiffon rouge. Voilà ce que je pouvais vous apporter comme élément. Merci beaucoup. Si je peux me permettre, Pierre Lefleur, le poste immobilier, je vais apporter un complément. Ça dépend également si dans la notion, le surcoût de réemploi, est-ce qu'on intègre également la déconstruction à l'origine ou pas, donc la déconstruction préservante, qui elle est un élément qui est c'est une piste où c'est, en vérité, c'est à isopérimètre, puisque maintenant on est quand même soumis à un tricet de flux, donc une dépose en vrac avec un tricet de flux derrière, ça revient, on est presque à coût équivalent à une dépose préservante. Ça, et puis ça dépend également du montage financier que l'on fait, est-ce qu'on est en contractant général, TCE ou autre, ou séparé. Donc ça aussi, c'est un élément important à prendre en compte. Enfin, après, pour la partie réemploi pur, logiquement, les matériaux issus du réemploi sont moins chers. Et si l'artisan, le poseur, n'applique pas de surcoût, entre autres pour les assurances, eh bien, on devrait être moins cher. Voilà, on devrait être moins élevé. Globalement, le réemploi ne doit pas coûter plus cher. Si actuellement ça coûte plus cher, c'est parce qu'il y a des personnes qui se font des choux gras dessus. Merci beaucoup pour ce Alors, complément. merci, ouais. Par rapport au chou gras, je ne sais pas trop s'il y en a beaucoup qui se font des choux gras, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont cherché à construire des modèles d'affaires et qui ont du mal, mais comme vous l'avez souligné, parce qu'ils prennent seulement un segment. Parce que c'est aussi les seuls segments disponibles en termes d'accès au marché du réemploi. Donc, moi, enfin, si vous pouviez clarifier ce point-là, parce que j'en vois pas beaucoup qui bénéficient du chou gras. Alors, Euh, alors, si je peux clarifier l'affaire, oui, il y a des personnes qui font des segments spécifiques et qui vendent à 2 à 3 fois le prix du neuf des matériaux issus de l'occasion. Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est clair, ça s'appelle du chou gras. Mais par ailleurs, les matériaux issus du réemploi sont globalement, on prend des plateformes multiproduits, on peut regarder que ces plateformes proposent des prix de matériaux équivalents ou inférieurs au prix du neuf, systématiquement. Donc, logiquement, la pose, que ce soit du matériel neuf ou issu du réemploi, elle doit être la même en décomposition. dans ce sens-là, ok. Donc, on est en principe à isopérimètre, voire moins cher. Ça, alors là, c'est une obligation. Le surcoût qu'il peut y avoir, c'est un surcoût généré par, ce que je disais en préalable, par une dépose préservante qui, elle, si on analyse bien, si on décompose tous les coûts, elle devrait être inférieure. Mais bon, voilà. Et la logistique a un coût non négligeable Alors, aussi. La logistique, oui. Alors après, c'est la notion de qualification, ce dont vous avez parlé, Adrien, tout à l'heure. Vous utilisez beaucoup de mots, mais enfin, moi, ce que j'appelle de la qualification, à savoir le fait de prendre des produits, les identifier, les tester, les trier, et pourquoi pas les réemballer. Mais là encore, sauf sur des produits bas de gamme, ça par contre, je vous rejoins, Clotilde, sauf sur des produits bas de gamme, mais globalement, là encore, on devrait être en principe à des coûts inférieurs. Alors, peut-être que je vous rejoindrai sur l'analyse de la dépose préservante d'ici quelques années, quand les ouvrages seront mieux conçus par rapport à la notion de dépose et de démontabilité. Par contre, aujourd'hui, il faut avoir en tête que le métier de la démolition a vécu une révolution en moins de 5 ans, ce qui est énorme à absorber sur un modèle d'affaires qui est censé se projeter sur quand même plusieurs dizaines d'années. Et, et qui s'est énormément mécanisé justement pour répondre aux demandes de plus en plus accélérées d'efficacité dans la démolition pour reconstruire. Et je parle même, j'inclus aussi les réas lourdes ou les restructurations significatives, les réhabilitations significatives pour rester dans la terminologie du DIAC PEMD. À partir de là, ça veut dire que vous mécanisez moins,
vous avez moins la possibilité de faire venir des engins ou alors des robots qui se louent ou qui s'achètent. Bref, ça s'organise, ça ne se fait pas du jour au lendemain et vous avez beaucoup de main-d'œuvre. La main-d'œuvre aujourd'hui, il y a quand même un taux d'encadrement nécessaire, des équivalents temps plein à respecter. Et aujourd'hui, ce coût-là sur la dépose reste important, d'autant plus quand on nous demande de le faire quand même dans des délais courts, avec plus de main-d'œuvre et donc moins d'engins mécanisés. Et ce n'est pas le coût du carburant qui a augmenté qui va arriver à des niveaux équivalents de dépenses. Donc, il faut avoir en tête quand même, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas aujourd'hui de modèle d'affaires à l'équilibre, surtout quand on est sur un seul segment de la chaîne de valeur, qui tiennent la route, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre, ce n'est pas sexy dans les prix marchés des appels d'offres. Et que si vous raccourcissez le temps ou que vous le maintenez à démolition industrialisée, pour faire de la dépose, vous avez forcément plus de personnes, plus d'équipes. Et donc, même si on est capable encore d'optimiser en termes de logistique, d'organisation de chantier, etc., ça reste un coût. Et ce coût s'absorbe si on a une analyse comptable plus globale. Et c'est vrai, ça faisait partie des commentaires pendant qu'on discutait, mais c'est pas qu'un coût, quoi. Je pense que c'est important de le rappeler. Le réemploi, c'est aussi des gains environnementaux par rapport Ouais. à la consommation de produits neufs et des gains socio-économiques par ailleurs pour le territoire. Ouais. Parce que cette L'analyse main-d'œuvre, effectivement, extra-financière supérieure, apporte énormément. Ouais. Et- Exactement. Et permet d'ailleurs de relativiser le coût. Et même au-delà, quand même, donc, n'oublions pas que ce coût, puisque vous me parlez de mécanisation, vous me parlez de ce genre de choses, la mécanisation ne permettra pas de satisfaire aux réglementations, entre autres du tri de flux. Sur le particulier, sur les matériaux de seconde Sur œuvre, le c'est second impossible. œuvre, oui. C'est impossible. Donc, il faudra forcément de la main-d'œuvre. Je crois que Et ça donc, rave. on faudra forcément qu'on en arrive à la chose. Et donc, ces coûts-là sont déjà des coûts qui sont latents et qui seront présents lors de la déconstruction. Et ça sera à la charge du maître d'ouvrage. Et c'est obligatoire. Donc, on est en train de faire reporter des coûts de tri de flux sur le réemploi, alors que c'est faux. C'est la loi. C'est la loi. merci Oui, mais ils beaucoup existent quand même. pour Oui, ces ils apports. existent, mais c'est la loi. On C'est pas le va, réemploi qui coûte plus cher, c'est la loi. on va devoir avancer sur le webinaire. Merci beaucoup en tout cas pour ces échanges. Voilà, ça prouve qu'il y a encore pas mal de questions et de choses à voir sur ces sujets-là, mais malheureusement, il va falloir qu'on avance puisque le temps tourne. Et donc, je laisse la parole à David, qui va nous présenter d'autres outils et conclure ce webinaire. Merci, David. Oui, ben justement, on va libérer tout le monde en fait. Moi, je voulais juste vous ramener encore une dernière fois sur la plateforme pour vous montrer qu'en fait, on a un espace ressources qui est ici, dans lequel en fait on a sélectionné les guides, les outils qui ont été testés dans le cadre de ces expérimentations et qui sont considérés comme opérationnels. Donc, si vous avez sur la plateforme, du moins ici sur l'onglet ressources, et vous cliquez sur économie circulaire et urbanisme, vous pouvez faire la même chose sur le ZAN, puisque j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat, mais on les a pas posées parce que là on ouvre un débat sans fond. On a aussi des outils sur le ZAN. Si vous cliquez sur économie circulaire et urbanisme, eh bien vous retrouvez en fait quelques guides clés dont faire la ville dense, durable et désirable, mais construire la ville sur elle-même. Et ceux qu'on a évoqués, si vous avancez un petit peu dans le déroulé, on retrouve un peu les guides qui ont été évoqués, mais il y en a d'autres. Donc, intégrer le réemploi, on en a parlé, le guide secteur bâtiment, on en a parlé, mais il y a aussi les études sur l'économie circulaire dans les quartiers de renouvellement urbain, de l'ANRU, la plateforme qui est très bien, EcoCircurba, qui parle plus d'économie circulaire, mais à l'échelle des espaces publics. Et il y en a quelques-uns comme ça, voilà, qui sont. On n'a pas parlé de la plateforme Opalis, qui est une plateforme aussi de réemploi de matériaux et de construction, de rénovation. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette ressource
J'arrête le partage pour tous vous remercier nos 3 intervenants du jour et bien sûr toi, Sarah, pour l'organisation de ces circuits. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Sarah ou moi, si vous avez des questions sur la démarche économie circulaire urbanisme, qui est bien plus large, dans lequel on parle d'usage. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne fin de journée.